Alors tout d'abord, merci de l'invitation et je ne peux que me réjouir de voir autant de monde. Quand j'ai commencé à travailler en tant qu'historien sur le processus révolutionnaire dans l'ex-empire russe et particulièrement en Ukraine, c'était en 1995. On ne peut pas dire que c'était un sujet qui était extraordinairement populaire. Donc voilà, je suis content de voir. Ça me donne un peu l'impression de sortir du souterrain et de retrouver un peu l'air libre et la compagnie des hommes. Alors, le processus révolutionnaire, la conférence a aussi été annoncée sous un autre titre, 1917, qu'en reste-t-il? Mais en fait, justement, je pense que j'arriverai à faire le lien entre les deux questions, tant elles sont liées. Depuis que la révolution russe a eu lieu, il y a eu deux grandes interprétations, alors que je vais définir hyper schématiquement, qui ont prévalu. L'une voyant dans 1917 ce qui a permis d'aller vers un nouveau système économique et social, sortant du capitalisme et résolvant les questions des inégalités particulièrement. Et l'autre, un peu à l'inverse, voyant dans 1917 l'origine d'un régime totalitaire, sanglant, criminel, et se distinguant parmi beaucoup d'autres par ce caractère criminel. Là, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, ces deux visions qui sont totalement opposées ont quand même un point commun, c'est-à-dire d'envisager l'événement d'un point de vue rétrospectif. C'est-à-dire qu'on n'explique pas l'événement lui-même, au contraire, on explique l'événement par ce qui est advenu après. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver dans l'année 1917 tout ce qui peut permettre soit d'argumenter en faveur de l'édification d'un nouveau système de justice sociale, soit au contraire de prouver que dès le début, les germes du totalitarisme étaient présents. Dans les deux cas, ce qui est frappant, c'est que le processus révolutionnaire disparaît. Et qu'en fait, on s'intéresse assez peu à ce qui s'est réellement passé, et on s'intéresse encore moins, quand je dis à ce qui s'est réellement passé, à ce qui s'est réellement passé dans la mesure où ce n'était pas écrit d'avance. C'est-à-dire qu'on ne garde de l'événement que ce qui permet, encore une fois, d'argumenter sur la suite. Donc là, moi, je vais adopter l'attitude inverse, c'est-à-dire essayer d'éclairer, au contraire, tous les éléments de l'année 1917 qui, comme je l'ai dit, n'étaient pas écrits d'avance et qui étaient porteurs de potentialités dont certaines vont advenir sous une forme que certains trouveront positive ou d'autres négative, mais pas seulement ces éléments-là, mais aussi tout un foisonnement qui a été oublié, y compris dans la mémoire et dans l'histoire. Alors, la première chose qui me semble importante, c'est de voir qu'une des spécificités de l'année 1917 et de la révolution russe, c'est que c'est une révolution qui ne s'est pas arrêtée à la chute du régime tsariste, donc chute du régime tsariste déclenchée par des manifestations de femmes d'ouvriers pour le 8 mars dans notre calendrier, c'est-à-dire le 23 février dans le calendrier en usage à l'époque en Russie. Et donc, après la chute de la dictature tsariste, le mouvement de contestation a continué. Et là, on voit quelque chose qui est important, c'est qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, dans l'historiographie, assez généralement, on va parler positivement de la révolution de février et l'opposer à la révolution d'octobre, alors y compris d'ailleurs avec un choix de vocabulaire où on va dire révolution de février et coup d'État d'octobre. Pour le coup, ça, c'est pas très original, parce que quand on y réfléchit, si on pense à l'histoire française, 1789, l'année sans pareil, paraît de toutes les vertus, alors que sur la période 1792-1793, c'est-à-dire renversement de la royauté, mise en place de la République et du pouvoir jacobin, les avis sont pour le moins beaucoup plus partagés. Et ça remonte encore plus loin, c'est-à-dire que c'est vraiment un schéma qui est assez ancien. Si on prend la première révolution où on a coupé la tête d'un roi, c'était pas en France, c'était en Grande-Bretagne, en Angleterre, et où en fait en Angleterre, cette période de 1642 à 1649 qui a abouti à la décapitation du roi n'est même pas appelée révolution dans l'historiographie, elle est appelée guerre civile, et le terme de révolution et même de glorieuse révolution est
réservé à un événement qui, en termes de nombre de gens impliqués, est beaucoup plus marginal. En 1688, quand un conflit de pouvoir entre le Parlement anglais et le roi s'est terminé en faveur du Parlement. Donc pour vous dire que ce schéma entre la bonne révolution et le mauvais coup d'État, la mauvaise guerre civile, la mauvaise terreur, c'est quelque chose d'assez prégnant et récurrent. Alors je vais justement commencer par cette bonne révolution. Donc chute du tsar en 3 à 5 jours, une dynastie qui venait de fêter ses 300 ans s'effondre, donc avec d'abord manifestation d'ouvrières, rejointe par des ouvriers, grève générale, fraternisation de la troupe qui avait été envoyée réprimer le mouvement avec les manifestants, et donc effondrement de ce régime tsariste. Il faut voir que si on parle encore aujourd'hui de la Révolution de février assez généralement comme d'un phénomène positif, c'est qu'à l'époque, elle a été reçue pour telle. C'est-à-dire que non seulement, par exemple, la bourgeoisie russe était plutôt contente de s'être débarrassée du régime tsariste, alors ça ne voulait pas dire qu'elle était anti-tsariste et partisane d'une révolution, mais une fois que c'était fait, elle trouvait que c'était quand même plutôt un progrès de ne plus avoir de tsar. Et même dans les milieux de la haute bureaucratie tsariste et de la haute noblesse, comment dire, on n'était pas forcément totalement désespéré. Il faut quand même se souvenir que peu de mois avant la Révolution de février, on en était arrivé presque à l'idée d'une révolution de palais dans les milieux de la cour, et c'était le moine Raspoutine, censé avoir une mauvaise influence sur la famille impériale, qui en avait fait les frais dans un assassinat qui rappelle les films d'horreur. Donc voilà, donc personne n'a soutenu le régime tsariste en février quand il a été attaqué par la vague populaire. Ou presque personne. À l'étranger, c'est la même chose. Alors, en Allemagne, la révolution de février a été plutôt bien accueillie, alors pour des raisons y compris stratégiques, c'est-à-dire voir une révolution se déclencher, c'est l'ennemi, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais même chez les alliés de la Russie dans la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la France et la Grande-Bretagne, on y voyait plutôt quelque chose de bien. Alors, d'une part, parce qu'en France, on a très vite lu l'événement à la lumière de la Révolution française, et donc on considérait que les Russes copiaient la Révolution française, et dans la mesure où ils copiaient les Français, ils ne pouvaient pas avoir tort. Et d'autre part, parce que la chute du tsarisme et la mise en place d'un régime qui voulait aller vers une démocratie représentative, enlever une épine du pied de la propagande de guerre en France, dans la mesure où censément la guerre 14-18 était une guerre du droit contre l'impérialisme allemand, impérialisme entendu comme pouvoir dictatorial de l'empereur. Or, dire qu'on combat l'impérialisme allemand aux côtés du tsar, alors qu'en France on savait très bien, il y avait eu de grands échos de la révolution de 1905 et de toute la répression qui s'en était suivie, c'était quand même un peu délicat de dire qu'on défendait la liberté aux côtés d'un régime encore beaucoup plus dictatorial que le régime de Guillaume II. Le problème, encore une fois, c'est que ça a continué. Grosso modo, toutes les autorités locales et internationales auraient trouvé très bien cette révolution de février si ensuite on était revenu aux choses importantes, c'est-à-dire la guerre au front, la production à l'arrière pour le front, la paysannerie qui sème et moissonne, pareil, pour nourrir l'armée. Or, on constate que ça a continué. Alors il y a cette formule du double pouvoir avec d'un côté un gouvernement provisoire, donc entre guillemets légitime du point de vue, en tout cas des alliés de la Russie, et de l'autre côté le soviet, mais on le verra plus tard. En fait, ce n'est pas un double pouvoir, c'est une multitude de pouvoirs qui se mettent en place. Et surtout, on voit que la guerre
est contestée, et elle est plutôt de plus en plus contestée, de la même façon que la condition ouvrière et la condition paysanne. Donc la contestation, au lieu de s'arrêter à la chute de l'empereur, ne fait que commencer. Et ça, c'est clairement quelque chose qui distingue la révolution russe de quasiment toutes les autres révolutions qu'on a pu voir non seulement au XXe siècle, peut-être à l'exception de ce qui s'est passé en Espagne en 1936 et de ce qui s'est passé en Hongrie en 1956, et aussi des révolutions du XXIe siècle, quand on pense à ce qui a pu se passer dans les pays arabes, et ça c'est des choses que je suis de près en Ukraine, voilà, la révolution c'était juste la chute d'un pouvoir, et puis ensuite les choses ont pris un cours, pas forcément très calme, mais en tout cas sans qu'on ait l'impression qu'on aille vers une poursuite de la contestation. Comment se fait-il que la contestation a continué? Alors d'une part, pour employer les termes qu'on employait beaucoup à une époque, il y avait une situation objective. C'est-à-dire que la société russe était une société quand même déstabilisée par la modernisation depuis facilement 50 ou 60 ans. L'industrialisation, une paysannerie, donc un exode rural, des villes qui croissent à très grande vitesse. Donc tout ça, c'était déjà là. Or, la guerre, qui dans un premier temps avait un peu posé un couvercle sur tous ces phénomènes, a au contraire fini par ébranler non seulement la société, ça a même donné un choc supplémentaire à la société, parce que le départ des hommes au front a créé un nouvel appel d'air vers les usines, où il fallait faire venir des femmes, de jeunes paysans, etc. Mais aussi la guerre totale, parce que bon, c'est ça, la guerre 14-18, c'était plus simplement une histoire de lutte au front, mais il fallait que toute la société soit mobilisée pour assurer la fourniture en armement. On s'est aperçu très rapidement que l'État tsariste n'était pas capable d'assumer cet effort, et donc c'est pour ça que l'État lui-même était mis en cause en février 1917, pas simplement par la contestation, mais par la poursuite de la guerre. Il y a un deuxième élément, alors qui là est souvent moins mis en valeur, c'est le rôle des militants révolutionnaires. Alors sachant qu'en Russie, on a un mouvement révolutionnaire qui existe dans des formes radicales depuis les années 1870-1880 et qui est soudé par des valeurs communes. Et là, j'insiste beaucoup là-dessus, moi je ne ferai pas de différence, en tout cas à l'origine, entre alors, les marxistes, c'est-à-dire pour partir des plus à gauche, les bolcheviks, puis les mencheviks, les socialistes non marxistes, qu'on appelait populistes. Alors, oubliez le sens actuel du terme. Le populisme, là, ça voulait dire s'appuyer sur le peuple essentiellement paysan en considérant que ce peuple portait en lui des formes sociales non capitalistes qui pouvaient évoluer vers le socialisme. Donc, et aussi les anarchistes. En fait, tous ces groupements-là sont sortis du même moule des premières organisations qui ont combattu le tsarisme, y compris les armes à la main. Organisations qui mettent en valeur une éthique du sacrifice, c'est-à-dire que l'exemple des premiers militants justement du mouvement de la volonté du peuple, c'est des gens qui la plupart du temps ont fini pendus et ceux qui ont pu être graciés ont connu de longues années de déportation en Sibérie. Avec en même temps un autre aspect, une conception de la lutte politique et sociale comme permettant de changer les choses prioritairement sur toute autre forme de lutte. Alors, d'autant plus qu'en Russie, comme il n'y avait pas d'élection avant 1905, et que même après 1905, même s'il y a eu un semblant de parlement, il avait très peu de pouvoir, et en plus il était élu suivant des règles, c'était pas un homme, une voix. C'est-à-dire qu'il fallait beaucoup d'ouvriers pour peser la même, et beaucoup de paysans pour peser le même nombre de sièges qu'un haut fonctionnaire, un noble ou un bourgeois. Mais du coup, ce qui était par exemple le slogan du parti le plus populaire au début de l'année 1917, le Parti socialiste révolutionnaire, c'était « Tu obtiendras ton droit par la lutte ».
Et ça veut dire que toute la propagande qui avait pu être faite par ces différents partis révolutionnaires avant 1917, insistant sur le fait que c'était par la lutte qu'on obtenait son droit, ça a germé dans les têtes. Et donc ça veut dire que les gens qui ont écouté ces militants ne sont pas convaincus d'avance de l'idée d'arrêter la révolution en attendant de prochaines élections à une éventuelle assemblée constituante. En plus, ce milieu de militants a été soudé par la répression. Et là, quand je disais que marxiste ou non marxiste, bolchevique ou non bolchevique, en tout cas au début, il n'y a pas de raison de faire la différence. Là aussi, il y a des choses, à mon avis, qu'il faut remettre en cause dans les représentations qu'on a. Entre autres, l'image d'un parti bolchevique qui serait très différent des autres parce que petite cohorte disciplinée de révolutionnaires professionnels. Il faut bien se rendre compte que la biographie de la plupart des militants russes de l'époque, c'est toujours la même, en tout cas pour les militants d'origine intellectuelle. Ils découvrent les idées révolutionnaires quand ils sont au lycée ou à l'université. Ils créent un groupe de discussion et d'études. Ils commencent à essayer de mener un peu des actions en direction de la population. Ils se font arrêter, donc grosso modo, entre le début de leur intérêt pour les idées révolutionnaires et leur arrestation, il se passe entre 1 et 3 ans en général. Et ensuite, ils connaissent la prison, la déportation en Sibérie. Et quand ils en sortent, c'est soit parce qu'ils s'évadent et à ce moment-là, ils s'exilent à l'étranger. Et donc, cette idée du révolutionnaire professionnel que Lénine revendique, en fait, tous les militants révolutionnaires russes sont des révolutionnaires professionnels parce qu'ils sont forcément clandestins et donc ils ne peuvent absolument pas avoir une activité légale et que voilà, ça c'est quelque chose qui se joue tout le temps. Et donc il y a un radicalisme des militants qui est sensible dès le début de la Révolution. Il n'y a pas très très longtemps, je travaillais sur des souvenirs de militants justement sur la Révolution de 17 et je suis tombé sur, comme ça, le récit d'une délégation d'ouvriers en Ukraine à Yekaterinoslav, ville qui s'appelle aujourd'hui Dnipro, après s'est appelée Dnipropetrovsk. Donc délégation d'ouvriers reçue par le gouverneur. Et le gouverneur, c'est juste au moment où le tsarisme est en train de s'effondrer. Et le gouverneur, lui, il a des informations de Pétrograd, comme quoi c'est déjà plié, alors que la délégation d'ouvriers qui viennent, eux, réclamer la libération d'un certain nombre de militants, eux, ne sont pas au courant. Et donc le gouverneur est excessivement accueillant et bienveillant avec cette délégation et il propose aux militants de travailler ensemble, c'est sa formule, en disant voilà, vous êtes venus, c'est très bien, j'en suis content, j'espère que c'est le début d'une collaboration. Et un des délégués lui répond travailler ensemble, on sait ce que veut dire ce mot par l'exemple de la Commune de Paris quand on faisait sauter les yeux des ouvriers à coups de parapluie. Donc là, ça prouve une culture politique. L'anecdote est vraie, c'est les communards qui ont été envoyés au camp de Satory, là où continue de se tenir une année sur deux le salon de l'armement militaire et l'autre année le salon de l'équipement de police. Donc ça c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que celui qui répond ça au gouverneur est un menchevique, c'est-à-dire quelqu'un qu'on va vous présenter dans l'historiographie comme un socialiste modéré. Si ça, c'est un socialiste modéré. Donc, troisième élément qui permet de comprendre pourquoi la révolution continue, c'est que si les militants, y compris ceux d'organisations rétrospectivement considérées comme modérées, sont radicaux, ce qu'on appelle à l'époque souvent les masses, sont elles aussi radicales. Pour quelles raisons ? Alors d'une part, parce qu'il y a une expérience politique, j'ai parlé de la Révolution de 1905. La Révolution de 1905, elle était donc 12 ans plus tôt. Ça veut dire que des gens qui l'avaient vécu à 20 ans sont maintenant dans la force de l'âge à 32 ans. Ça vaut pour un certain nombre de soldats. Or, cette Révolution de 1905, c'était quoi ? C'était les premiers soviets, alors qui n'ont pas été très très nombreux en 1905. Il y en a eu a priori dans 3 villes, mais comme en particulier le soviet de Pétrograd, donc conseil des députés ouvriers, élus sur la base des usines, avait tenu tête au pouvoir tsariste au moment où il commençait à reprendre en main les choses à la fin de l'année 1905, clairement, le soviet avait marqué les esprits parce que ça avait été une espèce de contre-pouvoir, voire même de contre-gouvernement.
Donc ça, c'était resté dans les esprits. Et puis surtout, ce qu'on sait moins, c'est que dans la foulée de l'écrasement de la révolution de 1905, il y a eu donc une insurrection à Moscou et qui a été extrêmement sanglante avec des combats de barricades, avec des insurgés armés d'un côté, mais de l'autre côté l'armée tirant à coups de canon. Mais qu'ensuite, jusqu'en 1907, des soulèvements locaux de paysans, des mutineries dans l'armée, et aussi des actions de petits groupes d'obédience fort diverses. Alors là, pareil, dans l'historiographie ces dernières années, on a beaucoup retenu que Staline avait participé à des braquages de banques pour le compte du parti bolchevique, ce qui est vrai, sauf que tous les partis révolutionnaires pratiquaient ça, ça s'appelait des expropriations, et c'était abrévié par ex. Et y compris, par exemple, le militant anarchiste Nestor Makhno a aussi, il était un tout jeune homme à l'époque, a participé à ce type d'action punitive contre un représentant de l'administration ou de la police particulièrement répressif ou attaque d'une institution. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas de gens qui ont cette expérience-là et qui n'est pas si lointaine. Et de gens des milieux populaires, parce que l'importance de la révolution de 1905, c'est que autant avant les groupes révolutionnaires étaient relativement isolés, autant justement en 1905, des dizaines de milliers d'ouvriers et de paysans ont rejoint ces partis et ont participé à des actions. L'autre aspect qui explique le radicalisme de la population, c'est la méfiance vis-à-vis des institutions. Alors, dans la mesure où le tsarisme était une dictature sans phare, excepté cette feuille de vigne que représentait le pseudo-parlement qui était la Douma, clairement, la méfiance pour les institutions était assez naturelle, en tout cas pour les institutions politiques, mais ça s'étendait je dirais, un peu à toutes les institutions de l'État. Et la révolution de février elle-même a eu des effets là-dessus. Par exemple, je disais que personne n'avait soutenu le tsar dans les journées de février. C'est pas tout à fait vrai. Si l'armée a fraternisé avec les manifestants, par contre, la police a tiré sur les manifestants à Petrograd. Ça a eu un effet que dès que le tsar est tombé, il y a eu une chasse aux policiers, non seulement à Petrograd, et là-dessus on trouve, comme à l'époque on prenait beaucoup de photos et qui étaient tout de suite transformées en cartes postales, on trouve assez facilement des reproductions comme ça de policiers arrêtés par la foule juste après, dans les journées de février. Mais le mouvement a eu lieu dans tout l'ex-empire tsariste, et y compris quand je travaillais sur les gens qui ont créé des communes 2 ans plus tard en Ukraine. Il y en a un ou deux dont j'ai pu remonter la biographie jusqu'en 1917. Donc c'était les gens qui vivaient dans une bourgade d'Ukraine, voilà, un gros bourg, mais même pas une ville. Et en fait, un de ces futurs communards avait participé à l'attaque du commissariat de la bourgade en février 1917. Donc il y avait eu un mouvement général d'attaque contre la police. Et donc, chose quand même assez importante, la police a disparu. Il n'y avait plus de police d'État en Russie à partir de février 1917. Et c'est un des biais pour comprendre l'énorme mouvement d'auto-organisation qui s'est produit à partir de février. Et donc là, je vais revenir sur ce qu'on appelle en général le double pouvoir, et je vais décrire le fait que c'est quand même un petit peu plus compliqué. Alors, double pouvoir. Le pouvoir officiel, sinon légitime, c'est le gouvernement provisoire. Gouvernement provisoire, donc issu à l'origine de cette Douma, donc de ce Parlement élu suivant des règles complètement iniques en 1912. Gouvernement provisoire qui se considère lié aux Alliés pour la poursuite de la guerre, et y compris pour les buts de guerre, à savoir que la Russie voulait contrôler les détroits qui permettent de passer de la mer Noire à la Méditerranée. Donc là, on n'était plus du tout dans la guerre du droit, on était vraiment dans les annexions de territoires à motifs stratégiques et géopolitiques.
Gouvernement provisoire lié aussi à la bourgeoisie russe et, comment dire, plus largement aux couches cultivées, avec entre autres, et c'est sans doute le seul, comment dire, le seul relais des hommes du gouvernement provisoire vers la population, ce qu'on appelait les Zemstvo, qui étaient des institutions qui avaient été créées, qui étaient un peu les seules institutions qu'on pourrait qualifier comme institutions de la société civile sous la dictature tsariste, qui avaient été créées dans la foulée de l'abolition du servage dans les années 1860, et qui étaient des organes locaux ayant la possibilité de s'occuper d'éducation, d'aide sociale, et où s'était engouffrée un peu la bourgeoisie libérale, mais bourgeoisie au sens large, c'est-à-dire pas seulement, ni d'ailleurs prioritairement de riches bourgeois capitalistes, mais aussi l'intelligentsia locale. Et entre autres, ces Zemstvo ont eu un rôle très important pendant la guerre, parce que l'impéritie de l'État tsariste a obligé les Zemstvo à prendre sur eux de s'occuper par exemple des réfugiés de guerre. Il faut quand même voir que la ligne de front traversait l'actuelle Pologne, Biélorussie et Ukraine et même une partie des États baltes, donc ça fait à vue de nez 3000 km de front avec des... je crois que c'est entre 500 000 et 1 million de réfugiés, et y compris une partie de l'équipement de l'armée, parce que, y compris pour ce qui était de produire des capotes de soldats, des bottes, etc., l'État n'était pas au niveau. En même temps, comme je l'ai dit, les institutions en général n'ont pas beaucoup de crédit. Donc le gouvernement provisoire étant lié à la haute bourgeoisie et aux alliés va le perdre assez rapidement, même si son personnel se renouvelle et se gauchit au fur et à mesure. Donc il y a une espèce de course à gauche au gouvernement provisoire où on remplace au fur et à mesure les éléments les plus conservateurs par des socialistes de plus en plus radicaux, au moins au niveau de la phrase, mais ça ne suffit pas. Et donc en face de ça, il y a tout ce mouvement d'auto-organisation qui a été assez bien décrit par un des journalistes français qui a été en Russie à l'époque, qui dit « Chaque classe sociale, tout corps de métier, tout groupe professionnel ou politique se fraye violemment un chemin, se bouscule au risque de se piétiner pour poser au premier rang leurs revendications spéciales. Unissez-vous, organisez-vous, cet appel retentit à travers la Russie entière. » Et donc, j'ai parlé de la police qui avait disparu, une milice est créée tout de suite après la Révolution de février. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont pu aller voyager en URSS ou depuis l'effondrement de l'URSS en Russie ou en Ukraine, jusqu'à il y a moins de 10 ans, il n'y avait officiellement pas de police, ni en Russie, ni en Ukraine. Ça continuait à s'appeler la milice. Et ça, donc, pas depuis la Révolution d'octobre, mais bien depuis la Révolution de février. La garde rouge, alors garde rouge en plus comme il y a eu d'autres gardes rouges au XXe siècle jusqu'aux gardes rouges maoïstes, le terme est très chargé, mais à l'origine la garde rouge c'était la déclinaison dans les usines de cette milice avec un double objectif de garder l'outil de travail dans une atmosphère d'insécurité et donc du coup de sécuriser le périmètre des usines. Lié à ça, parce que j'ai parlé d'insécurité, clairement la disparition de la police a beaucoup arrangé les truands et donc tous les, comment dire, toutes les données qu'on a sur la vie quotidienne dans la foulée de la Révolution de 1917 témoignent d'une recrudescence de tout ce qui est cambriolage, attaque, etc., etc. Du coup, se sont mis en place des comités d'immeubles. Et y compris ce qui va devenir le comité d'immeubles soviétique, qui, dans sa version stalinienne, est un moyen de contrôler la population, c'est-à-dire que toute personne doit être enregistrée auprès du comité d'immeubles, etc., etc. Là aussi, ce n'est pas du tout une invention de la Révolution d'octobre, c'est bien et bien une invention de la Révolution de février, et là, en plus, un truc totalement spontané, parce que les gens, en fait, faisaient un tour de garde. Ah oui, parce que j'oubliais de dire qu'il y avait des concierges dans les grands immeubles, mais alors que s'il y avait une catégorie de
population encore plus haïe que la police, c'était les concierges qui étaient des mouchards de la police secrète tsariste. Et ça, c'était quelque chose, tout le monde le savait. Donc du coup, les concierges ont disparu en même temps que la police. Donc c'est pour ça qu'il y a eu mise en place de comités d'immeubles avec des tours de rôle 24 heures sur 24 pour garder les entrées d'immeubles, y compris avec des armes. Voilà. Donc ça, c'est sur l'aspect institution de force. Ensuite, les soviets. Alors, les soviets, à l'origine, c'est un groupe de militants qui propose de ressusciter le soviet de 1905. Et donc, c'est un système d'élection au niveau des usines avec élection ensuite au niveau des quartiers, puis élection centrale. Ça se répand dans tout le pays, dans le monde ouvrier. Mais en même temps, très très rapidement, par ce qui s'est appelé le prikaz, c'est-à-dire l'ordre numéro 1, le soviet de Petrograd, donc, qui a cette autorité d'être d'une part le successeur du soviet de 1905 et le soviet de la capitale où le tsar a été renversé. Donc par son ordre numéro 1, son prikaz numéro 1, le soviet de Petrograd appelle toutes les unités militaires à élire des comités de régiment. En assortissant cela du fait que les soldats doivent se voir reconnus des droits civiques entiers et ne doivent obéissance à leurs officiers que dans le cadre des opérations militaires. C'est-à-dire que, y compris en dehors des exercices militaires et du combat, il n'y a plus d'obligation de saluer les officiers. Alors sachant que les rapports qu'il y avait dans l'armée, on devait appeler ces officiers votre haute noblesse, vache blagarodie, et je veux dire, l'appellation ne donne qu'une petite idée des mœurs qui régnaient dans l'armée, où il y avait un mépris des officiers de métier pour leurs soldats qui était abyssal. Mais évidemment, on est en période de guerre. Donc, les soviets sont aussi élus dans les villages. Et vont prendre en fait la place de l'ancienne communauté paysanne qui était chargée de gérer les relations entre l'État et la paysannerie. Et donc là, on voit que les soviets, c'est quelque chose de très flexible, c'est-à-dire qu'entre l'usine, le régiment et le village, c'est quand même des situations très différentes. N'empêche que la forme soviète s'y adapte très bien. On voit aussi que les partis politiques y ont un rôle, c'est-à-dire que les soviets ne sont pas nés spontanément. C'est bel et bien, à l'origine, c'était un cartel représentant les groupes révolutionnaires de Petrograd qui ont créé une espèce de comité provisoire du soviet et ont appelé à faire des élections qui ont eu lieu après, hein, ça c'est clair. Mais c'est clair que ces soviets ont été un instrument de politisation pour des millions de gens. Et troisième chose qui est intéressante et sur laquelle je reviendrai, c'est que l'organisation des soviets reconnaît dès le début la prédominance de la classe ouvrière industrielle. C'est-à-dire que dans l'ancien système tsariste, on votait par classe sociale. Et donc, les voix ouvrières et paysannes pesaient beaucoup moins lourd que les voix bourgeoises et nobles. Mais dans le système des soviets, en fait, le nombre d'électeurs pour avoir un député est beaucoup plus faible pour les ouvriers que pour les soldats ou pour les paysans. Et donc, ça veut dire que quand il y a un congrès national des soviets, les ouvriers pèsent 2 ou 3 fois, un ouvrier pèse 2 ou 3 fois plus qu'un soldat ou un paysan, et c'est une règle acceptée par tous. C'est pas quelque chose qui s'est fait dans le dos, c'est quelque chose qui est public et assumé par tout le monde. Je reviendrai pourquoi. J'ai parlé des usines. Dans les usines même, ce n'est pas les soviets qui comptent. Ce qui compte, c'est les comités d'usines qui se créent à peu près en même temps que la Garde rouge, avec cette idée qu'il faut sauvegarder l'outil de travail, mais qui vont de plus en plus prendre de l'importance dans une logique qu'on pourrait dire autogestionnaire, et qui vont vraiment devenir fondamentaux pour tout ce qui est industrie. C'est pas non plus tout. Des organisations, donc la Russie était appelée la prison des peuples, et le slogan, la devise officielle du régime, c'était autocratie, orthodoxie, et, alors mot intraduisible, narodnost, de narod, le peuple, ce qui veut dire caractère populaire, mais quasiment au sens ethnique, c'est-à-dire que ça allait de pair avec la russification de toutes les populations non russes.
Il est mis fin tout de suite à cette inégalité de traitement qui touchait particulièrement les Juifs, qui étaient interdits de résidence dans les 9/10 de l'Empire, mais aussi tout un tas d'autres nationalités. Et du coup, on voit s'exprimer les nationalités. Je vais parler de deux organisations mises en place, travaillant sur l'Ukraine qui m'intéresse plus, une Rada, c'est-à-dire un conseil ukrainien formé de militants de différentes obédiences nationalistes qui se met en place dès le mois d'avril, et aussi un conseil représentatif des Tatars de Crimée, qu'on a vu réapparaître, en tout cas réapparaître, il existait depuis avant, mais on a réentendu parler des Tatars de Crimée suite à l'annexion. Mais donc ces mouvements-là, y compris par exemple le drapeau contemporain de l'Ukraine et le drapeau contemporain des Tatars de Crimée, sont des drapeaux qui sont apparus dans l'espace public au printemps 1917. Donc il y a bien un héritage de ce côté-là. Alors, cette auto-organisation, elle va permettre le développement de lutte de classe. Je mets un S à lutte et à classe, parce que en fait, c'est pas une lutte entre deux classes, c'est plusieurs luttes entre des classes. J'ai parlé des soldats. Il y a une révolution des soldats qui, j'aurais presque envie de dire, avant de s'attaquer à la guerre, s'attaque aux officiers. Et ça, les officiers le ressentent extrêmement vivement. Il y en a un qui écrit à sa famille dans une lettre en disant « Quand nous, les officiers, parlons du peuple, donc le narod, nous considérons la nation comme un tout. Mais eux, quand ils en parlent, ils le comprennent comme signifiant seulement les masses populaires démocratiques. Et encore, si on traduit mot à mot l'expression russe démocraticheskiye nizy, c'est même pas les masses populaires démocratiques, c'est les bas-fonds démocratiques. Et donc évidemment, le terme n'est pas neutre. Quelle que soit leur attitude personnelle envers tel ou tel officier, nous ne sommes à leurs yeux que des maîtres. Et le terme employé est un terme assez fort qui veut vraiment dire un peu le seigneur. Et donc, au fur et à mesure que les soldats s'organisent et que la discipline dans l'armée se délite, il y a une chasse aux officiers qui s'enclenche et qui vise particulièrement ce qui est le symbole de l'officier, à savoir les galons. Et donc, en fait, le grand jeu, c'est d'arracher les galons des officiers, ce qui est évidemment pour un officier la pire des humiliations. Et donc, il y a des tas de récits comme ça, d'officiers qui, pour, par exemple, voyager tranquillement, portent une capote de soldat par-dessus leur uniforme avec les galons. Alors, du coup, d'autres officiers qui veulent la jouer bravage vont dire « Mais toi, tu es un lâche, tu ne portes pas tes galons. » Mais sauf que s'ils tombent sur un groupe de soldats mal luné, ça peut très mal se terminer, etc., etc. Et donc, l'opposition à la guerre, c'est dans ce cadre-là qu'on doit la comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une opposition au principe de la guerre, c'est aussi la fin de la discipline militaire au combat, avec y compris des scènes de fraternisation au front, dans la mesure où c'est possible, parce que du côté allemand, les officiers étaient évidemment pas pour. Révolution paysanne également, alors qu'il y a une révolution contre les grands propriétaires, évidemment, mais aussi contre l'État, parce que l'État était vu comme celui qui prélève les impôts et qui réprime les soulèvements. Donc ça veut dire un aspect anti-étatiste, on pourrait dire contre toute forme d'État, vu ce qu'avaient vécu les paysans. Et plus généralement, dans la révolution paysanne, il y a un aspect anti-citadin. C'est-à-dire que voilà, les paysans, en s'organisant, s'aperçoivent qu'ils font peur aux grands propriétaires du coin, que les représentants de l'État, il faut savoir qu'il y avait des projets de réquisition des récoltes dès la fin 1916 et que le gouvernement provisoire les a repris parce que économiquement on allait à la catastrophe. Je veux dire, dès qu'il y avait des essais dans ce sens-là, les représentants de l'État comprenaient qu'il n'était pas très judicieux de continuer. Mais plus généralement, les gens de la ville, dans la mesure où ils apparaissent comme des représentants d'un monde extérieur qui veut dicter quelque chose au village, sont mal vus. Et enfin, il y a une révolution ouvrière qui s'attaque alors à la direction des entreprises par les patrons,
mais aussi à tous les échelons intermédiaires, c'est-à-dire cadres et même contremaîtres, avec donc des comités ouvriers qui commencent peu à peu à chanter ces échelons intermédiaires et à remettre en cause le pouvoir patronal. Alors, les choses ne se faisant pas à sens unique, alors je vais retrouver voilà, des choses qui concernent l'usine de locomotives de Kharkov, où en fait le comité d'usine qui est mis en place en avril exige que les licenciements n'aient lieu qu'après examen par les délégués du personnel. En mai, il met en place une commission de contrôle de la production. Du coup, en juin, le directeur ordonne au chef d'atelier de ne donner aucune information et de ne montrer aucun document ni livre à cette commission, mais ça n'empêche absolument rien. Et donc, on est dans une logique de lock-out de la part des directions d'entreprise, donc de fermer les entreprises en disant, écoutez, dans ces conditions, on ne peut plus travailler, ce qui n'est pas forcément faux, hein. Je veux dire, c'est pas forcément un grand complot, parce qu'en plus, il y a une telle crise économique que souvent les usines ne sont plus approvisionnées en combustible, par exemple. Mais la réponse au lock-out patronal, la plupart du temps, est la reprise de l'entreprise par les comités d'usine. Et du coup, d'ailleurs, avec des canaux d'approvisionnement en charbon, en bois, etc., alternatifs qui se créent par en bas, dans une joyeuse pagaille, c'est-à-dire que grosso modo, ça veut dire y compris que les comités de deux usines voisines vont pouvoir se bagarrer. Alors, pas se taper dessus, mais que grosso modo, c'est à qui va mettre le premier la main sur un stock de charbon pour faire continuer à tourner son usine, et puis l'autre usine, tant pis pour elle, elle avait qu'à être plus réactive. Et donc, c'est là où je veux revenir sur le fait que les ouvriers étaient reconnus comme ayant plus de poids que les autres. Donc ça, encore une fois, ça n'est pas contesté par les autres catégories de la population, à telle enseigne que des historiens qui ont travaillé sur les pétitions et ce que Marc Ferraud avait appelé les cahiers de doléances de la Révolution russe, ont constaté qu'il y a vraiment un mimétisme, c'est-à-dire que les autres catégories des classes populaires essayent de s'exprimer comme les ouvriers et en se présentant comme des ouvriers. Et donc il y a une inflation du terme de travailleurs, d'ouvriers, y compris, alors ça c'est un petit peu plus tard, mais des gens qui vont se désigner sous le terme de tchernarabochi, c'est-à-dire d'ouvriers noirs, ce qui veut dire manœuvre, mais qui est un terme extrêmement péjoratif, sauf que là, le terme va être revendiqué par les gens eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'il y a un renversement total. Ce qui était une stigmatisation sociale devient une fierté. Et donc, quelque part, si on peut dire qu'il y a une conscience de classe chez les ouvriers d'industrie, cette conscience de classe est partagée bien au-delà de la classe ouvrière industrielle par des gens qui, eux, ne sont ni ouvriers ni dans l'industrie, mais qui vont, eux aussi, se considérer comme jouant le même rôle. Donc, tous ces éléments-là permettent de comprendre une partie du processus qui s'est enclenché en février. Mais évidemment, ensuite, il y a l'aspect purement politique et le rôle des partis politiques et spécialement du parti bolchevique. Alors, j'avais dit que les idées socialistes étaient quand même défendues depuis pas mal d'années par les révolutionnaires et qu'à partir de 1905, ils avaient trouvé une résonance dans les milieux populaires. Un exemple auquel on ne réfléchit pas assez. La chute du tsarisme, ça commence dans notre calendrier le 8 mars par une manifestation d'ouvrières, c'est-à-dire que la référence au 8 mars, journée, alors ce qu'on appelle aujourd'hui Journée internationale des femmes, est réelle, sauf que ça vient d'où ? C'est en fait, non pas la Journée internationale des femmes, mais la Journée internationale de l'ouvrière, proposée par Clara Zetkin, militante de la gauche de la social-démocratie allemande, proposée, si mes souvenirs sont exacts, à un congrès de l'internationale socialiste en 1911, et qui, j'ai vérifié récemment, à ma connaissance, n'avait été fêtée qu'une fois, c'est-à-dire que le principe d'une journée de l'ouvrière avait été voté par l'internationale socialiste, mais il n'y avait rien eu derrière. Le seul exemple avant le 8 mars 1917, c'est le 8 mars 1914 en Allemagne. C'est-à-dire que les femmes d'ouvriers de Petrograd, par un biais que pour l'instant, à ma connaissance, aucun historien ou historienne n'a retrouvé,
se sont saisis d'une décision d'un congrès de l'Internationale socialiste qui n'avait été mis en pratique qu'une seule fois, et en Allemagne, c'est-à-dire chez l'ennemi. Donc comprenez un peu ce que ça veut dire sur l'influence des idées révolutionnaires défendues par les différents courants pour que, et je veux dire maintenant, il y a une photo qui est beaucoup ressortie cette année où on voit cette manifestation de femmes d'ouvriers. Je veux dire, on voit que, voilà, c'est pas des gens qui ont passé des années à lire Karl Marx. C'est des vraies femmes d'ouvriers. Voilà. Mais n'empêche que, hop, cette idée du 8 mars, non seulement est arrivée jusqu'à elles, mais elles s'en sont saisies. Alors, cette unité des mouvements révolutionnaires dont j'avais parlé, elle éclate après la Révolution de février. D'une part parce que le mouvement socialiste russe, comme le mouvement socialiste dans toute l'Europe, était déjà divisé entre les partisans de l'Union sacrée et les opposants à la guerre, mais qu'en plus, la Révolution de février va refaire une division, c'est-à-dire qu'il y a des socialistes qui étaient russes, qui étaient opposés à la guerre jusqu'à la chute du tsarisme, et qui vont dire, maintenant qu'on est une république, on peut défendre la guerre parce qu'on défend la République et la Révolution. En plus, un peu là, pour le coup, dans le schéma français de patrie en danger. Donc, évidemment, là, il y a un premier clivage très très important entre tous les socialistes qui vont défendre la guerre et ceux, au départ peu nombreux, qui vont continuer à s'y opposer. Deuxième chose, c'est que l'effondrement de l'État tsariste crée un appel d'air. Donc, les anciens, il y a des gens qui sortent de prison presque pour rentrer au gouvernement, un peu comme Václav Havel en 89, qui était passé du statut de dissident au statut de Premier ministre ou même de président. Là, vous avez à peu près le même phénomène, mais dans tout le pays. Donc, du coup, il y a tout un tas d'anciens révolutionnaires qui se retrouvent à être le responsable du comité provisoire de leur bourgade, et qui, à partir du moment où ils ont cette responsabilité, se considèrent comme des gardiens de l'ordre et n'ont pas spécialement envie de continuer la révolution, et vont considérer ceux qui veulent la continuer comme leurs adversaires. Et ça, encore une fois, en toute bonne foi. Par exemple, le ministre du Travail du gouvernement provisoire, c'est un dénommé Skobelev, qui est un menchevique, donc un marxiste modéré, mais modéré comme celui qui disait que... qui rappelait la Commune de Paris, et qui est justement quelqu'un de très versé sur la question ouvrière, et qui va passer toute l'année 17 à essayer de trouver le moyen de faire de la législation du travail en Russie la législation la plus avancée du monde. Au sens que ça avait à l'époque de réforme du droit du travail. Mais tout ça pour vous dire que lui n'avait pas l'impression de trahir la cause du prolétariat en faisant avancer l'idée de représentation du personnel, etc., etc., etc. Il y a une intense politisation dans toute la population. Donc vous avez ces reclassements d'individus et de partis, avec donc, excepté les bolcheviks et les anarchistes, tous les partis socialistes qui se retrouvent à soutenir ce gouvernement provisoire, plus ou moins, et au fur et à mesure qu'ils cessent de le soutenir, les fractions, par exemple je pense au parti SR qui va scissionner, donc il y a une fraction de gauche qui va se rapprocher des bolcheviks, mais disons que du coup c'est les bolcheviks qui apparaissent un peu comme le point de référence de l'opposition résolue, mais tout ça, ça se passe alors que l'ensemble du pays est en train de se politiser. Les best-sellers de l'année 1917, c'est des dictionnaires qui portent à peu près tous le même titre, dictionnaire des termes politiques et étrangers. Et c'est vendu à des millions d'exemplaires. Parce que je vous ai parlé par exemple des buts de guerre et des annexions. Alors le grand slogan qu'on voit sur des banderoles très rapidement, c'est pour une paix sans annexion, Za mir bez anneksii. Anneksii, c'est le français annexion, c'est pas du russe. Et y compris, on a des témoignages comme quoi des gens pensaient qu'annexion, annexia, c'était un prénom.
Et donc, voilà, c'était la paix sans annexion, et il pensait qu'annexion était une prétendante au trône ou des choses comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a cette volonté de se politiser, donc de savoir ce qu'est une annexion, de savoir ce qu'est l'impérialisme, de savoir ce qu'est le socialisme, de savoir ce qu'est le marxisme, etc., de savoir ce qu'est la constitution, une constituante. Voilà, tous ces mots-là se discutent et les gens se positionnent politiquement. En caricaturant un peu, je pourrais dire que quelqu'un qui n'est pas dans un parti politique en 1917, c'est à peu près comme quelqu'un qui n'a pas de téléphone portable aujourd'hui. Mais comment c'est possible? Enfin, mais y compris, toi, je veux dire, on a des... Alors, je vais prendre le temps de le lire, mais une discussion, c'est un écrivain qui avait un passé bolchevique qui raconte une discussion dans son groupe d'amis, où donc le jeu, c'était un peu « Et toi, qui es-tu » Et donc, du coup, il raconte une autre anecdote. Une anecdote courait à Pétersbourg. Au début de la Révolution, quand c'était à la mode de rattacher tout à chacun à un parti, Alexandre Benoît, qui est un grand peintre, se retrouva bolchevique à cause de sa collaboration à La Vie Nouvelle, qui était le journal de Maxime Gorky. Et Constantin Somov lui demanda par curiosité « Et moi, qui suis-je à présent ?» Toi, Kostia, lui aurait répondu Benoît, tu es un menchevique internationaliste. Et donc là, il revient Rémizov à son groupe d'amis. En pensant à Somov, je pris soin de me choisir tout seul un qualificatif plus sensé. Je ne suis pas un bolchevique, je suis un nationaliste internationaliste. Mais je ne convainquis personne, et je restais bolchevique, ce qui était clair et net. En ce temps-là, qui disait bolchevique disait « à bas la guerre », et c'était bien cela que tout le monde voulait à la Taganka, où le sort m'avait amené. La Taganka, c'est un quartier de Moscou. Donc là, on voit comment les gens se positionnent. Et donc, le parti bolchevique, alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'historiographie, vous avez des gens qui peuvent à la fois soutenir que le parti bolchevique était une secte doctrinaire, tout en disant que c'était un parti attrape-tout. Là, je peux dire à qui je pense, c'est à Nicolas Werth, le coup du parti attrape-tout, alors en plus avec tout ce qui s'écrit en ce moment sur le populisme, voilà, c'est là où il avait attrapé l'expression. Mais vous voyez, ça paraît totalement contradictoire dans les termes. Alors il y a un petit peu de vrai dans les deux termes, mais il faut comprendre comment ça s'articule. Déjà, ce parti bolchevique, contrairement aux autres, il s'est retrouvé fidèle à ses principes. C'est-à-dire qu'il était opposé à la guerre avant février, il est resté opposé à la guerre après. C'était quand même le parti le plus radical dans la social-démocratie, alors d'un radicalisme qui pouvait aller dans des sens assez différents. C'est-à-dire que par exemple en 1905, les bolcheviks n'avaient pas tant été partisans des soviets que partisans de l'insurrection armée. Mais ça voulait quand même dire que c'était considéré comme le parti qui veut y aller. Et surtout, c'était un parti implanté dans les milieux populaires. Alors spécialement dans la classe ouvrière industrielle, et ça a sans doute fait la différence. Alors, pour donner une idée, le parti bolchevique aurait compté 24 000 membres au moment de la chute du tsarisme, dans tout l'empire tsariste, ce qui me paraît beaucoup, mais soit. En juin, 240 000, c'est-à-dire que le nombre d'adhérents a été multiplié par 10 entre février et juin, c'est-à-dire en 4 mois. Et en octobre, début octobre, 350 000 adhérents. Ce qui reste quand même peu sur un pays de 150 millions d'habitants. Mais c'est la progression qui compte, parce qu'autour de chaque adhérent, ça veut dire qu'il y a des gens qui, comme le Rémizov que je citais, vont être catégorisés ou se dire bolcheviques, alors qu'ils ne sont absolument pas dans l'organisation. Je disais que le parti bolchevique était implanté dans les milieux populaires. Ça, c'est important, parce qu'après la révolution de 1905, alors que l'intelligentsia russe avait toujours été dans l'idée d'être un peu la porteuse du flambeau des Lumières auprès du peuple par des actions d'éducation, mais justement les actions révolutionnaires étaient considérées comme dans la continuation des actions d'éducation. Et donc il y avait cette idée que l'intelligentsia avait un rôle auprès du peuple, et c'est quelque chose qui est très frappant quand on lit, y compris des romans russes, c'est-à-dire qu'il y a un positionnement de l'intellectuel qui n'est pas comparable à ce qu'on connaissait dans d'autres pays, excepté peut-être autour de l'affaire Dreyfus, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le terme d'intellectuel est apparu en français, et que le terme d'intelligentsia, qui est un terme russe, intelligentsia, est venu en français, mais comme quoi c'est bien le modèle russe de l'intellectuel au service du peuple qui s'est imposé en français. Donc l'exemple est venu de Russie. Sauf qu'après 1905, ce modèle a commencé à se déliter.
parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui ont été choqués par la violence de la Révolution, et qui se sont dit qu'il valait mieux trouver une autre solution. Voilà, quand sont sortis assez désespérés, alors certains assez désespérés, d'autres qui ont du coup changé un peu idéologiquement. On a vu un renouveau de la pensée religieuse après 1905. Mais donc, juste au moment où dans les classes populaires, il y avait des dizaines de milliers de gens qui commençaient à dire « Ah bah oui, c'est révolutionnaire, ils avaient raison », c'est à ce moment-là que dans les milieux intellectuels, on a commencé à dire « Oui, mon ami, mais… n'allons pas si vite ». Or, le seul parti qui est resté un peu sur cette ligne d'avoir des intellectuels… Alors, sur cette ligne d'avoir des intellectuels visant à influencer dans le peuple, c'était le parti bolchevique. Pas pour dire que les autres partis n'avaient pas toujours ça, mais encore une fois, disons que le parti bolchevique a mieux su survivre dans un isolement relatif dans le milieu intellectuel que les autres partis qui étaient plus dépendants de ces milieux intellectuels. Et ce qu'on constate en 1917, c'est que l'intelligentsia qui en février est enthousiaste, très rapidement devient sceptique et même critique sur l'évolution de la Révolution et se droitise. Ce qui explique aussi que, par exemple, la tentative de coup d'État d'extrême droite de la fin septembre, de la fin août, pardon, du général Kornilov, bon, qui a été un flop, elle était peut-être trop tôt, mais il y avait quelque chose là. C'est-à-dire que, encore une fois, on constate une droitisation. Alors, il y a 2-3 ans, je suis tombé sur un recueil de souvenirs où il y a quand même quelque chose de… Alors, c'est une jeune musicienne du conservatoire d'Odessa qui tient son journal intime depuis février jusqu'en 1918. Et arrivé au début octobre, donc on est avant la révolution d'octobre, elle écrit « Je me droitise de plus en plus et peut-être deviendrai-je monarchiste. Je suis maintenant une pure cadette ». Alors les cadets, c'était le Parti constitutionnel démocrate, c'est-à-dire le parti de la bourgeoisie libérale. Je suis maintenant une pure cadette, alors qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais une SR, une socialiste révolutionnaire. Et y compris, c'est en janvier ou février 1918, elle va avoir des expressions antisémites, alors que, c'est-à-dire à employer le terme de youpin, pour dire les choses clairement, alors qu'au début de l'année 1917, il y a des assemblées générales des étudiants du conservatoire, et elle est très contente de dire qu'il y a toutes sortes de gens, y compris des juifs. Voilà. Donc il y a vraiment ce basculement-là, et un de ceux qui l'a le plus senti, c'était Alexandre Blok, alors que Mayakovsky décrit, alors est-ce que c'est un souvenir vrai ou apocryphe, on n'en sait rien, mais Mayakovsky, donc poète qui avait été militant bolchevique dans son adolescence avant de devenir le chantre du futurisme et qui assez naturellement était revenu vers les bolcheviks en 1917, dit avoir croisé Alexandre Blok pendant les journées de l'insurrection d'octobre et l'avoir vu à la fois favorable à la révolution d'octobre tout en étant désespéré parce qu'il venait d'apprendre que la bibliothèque de son domaine, parce que c'était quelqu'un de la noblesse, avait été brûlée. Et cet Alexandre Blok, au début de l'année 1918, a écrit une brochure assez magnifique qui s'appelle « L'intelligentsia et la révolution », où il répond à cette intelligentsia qui s'est braquée contre le peuple. Pourquoi détruit-on les vieilles églises ? Parce que des peuples repus et octants y ont des années durant reçu des pots de vin et fait leur petit commerce de vodka. Pourquoi saccage-t-on les propriétés seigneuriales si chères à nos cœurs ? Parce que de jeunes paysannes y furent battues et violées. Sinon chez tel propriétaire, du moins chez tel autre. Pourquoi abat-on les parcs centenaires ? Parce que des années durant, à l'ombre de leurs tilleuls et de leurs érables, les maîtres y ont montré leur pouvoir en faisant étalage de leurs richesses devant les pauvres et de leur culture devant les imbéciles. Qu'imaginiez-vous donc ? Que la Révolution était une idylle ? Que l'acte créateur ne détruisait rien en chemin ? Que le peuple était sage comme une image ? Que la haine séculaire opposant les ouvriers noirs aux mains blanches, les gens instruits aux gens ignorants, l'intelligentsia au peuple allait se résoudre sans effusion de sang et sans douleur.
Donc ça explique encore une fois cette polarisation des milieux populaires vers les bolcheviks, alors que l'intelligentsia a tendance à se radicaliser dans l'autre sens. Ensuite, est-ce que le parti bolchevique était une cohorte de fer? Loin de là, a été publié avec juste 43 ans de retard le livre d'Alexander Rabinovitch, Les bolcheviks prennent le pouvoir, l'an dernier aux éditions La Fabrique, qui est une étude du fonctionnement du parti bolchevique à Petrograd pendant l'année 17. C'est une joyeuse pagaille. Oui, il y a un appareil qui donne des consignes. Ensuite, chaque cellule, etc., fait un peu ce qu'elle veut. Et ce qui a fait l'unité, en définitive, de cet appareil, c'est justement sa liaison avec les usines, les régiments, etc., qui faisait que, y compris quand Lénine était totalement mis en minorité, comment dire, la base disait, ben oui, mais arrêtez la guerre tout de suite, on est d'accord avec lui, etc. Donc l'unité, elle a été faite, comment dire, un peu malgré elle. Alors, en conclusion, parce qu'il est bien temps, l'approche que j'ai essayé de développer, alors, en dehors de ce qu'elle peut permettre de faire comprendre sur le phénomène lui-même, elle me semble intéressante, y compris pour comprendre ce qui s'est passé par la suite. Dans les années 80, Marc Ferro avait publié un article, je crois que c'était dans les Annales, en plus la plus prestigieuse revue historique universitaire française, sous le titre « Y a-t-il trop de démocratie en URSS ?» Donc évidemment, quand il faisait ça, il savait un peu, c'était provocateur. Alors, c'était pas lui qui avait choisi ce titre-là, il avait trouvé l'expression dans la presse soviétique. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire là qu'il y avait un véritable pluralisme d'idées en URSS. Par contre, et c'est là-dessus que Marc Ferro insistait dans son article, il y avait un pluralisme institutionnel. C'est-à-dire que, et y compris d'ailleurs, ça peut expliquer un certain nombre de choses sur l'éclatement de l'URSS, il y a toujours eu différentes instances agissant dans le même champ et en concurrence les unes avec les autres, et qui étaient très réellement les héritières de ces multiples comités, conseils, d'immeubles, d'usines, de tout ce que vous voulez, de territoires, de nationalités, qui avaient été créés en 1917. Et donc là, clairement, on a bien un héritage, y compris dans le régime soviétique. De la même façon, c'est l'historien russe Boris Kolonitsky, qui est un des rares à travailler sur la Révolution aujourd'hui, et qui fait un superbe travail, entre autres ce que j'ai cité sur la chasse au galon des officiers. C'est lui qui a travaillé ça et qui a fait un boulot super là-dessus. Il vient de sortir un bouquin sur Kerensky, qui a été le Premier ministre du gouvernement provisoire et qui a été un peu l'idole des débuts de la Révolution, mais où il montre qu'autour de Kerensky, il y avait un véritable culte de la personnalité et qui n'avait rien à envier à celui qui se développera plus tard. Et y compris, j'ai assisté à une conférence où il intervenait, où il nous a projeté une phrase, et la phrase c'était « Gloire à notre comité central et à nos dirigeants géniaux ». C'était le congrès du Parti constitutionnel démocrate, donc ce fameux parti libéral bourgeois, en avril 1917. Donc vous voyez, alors c'est pas pour réduire, et là j'y viens, clairement il y a une dictature qui s'est mise en place en URSS, c'est une dictature particulièrement cruelle. Ensuite, je crois avoir montré à quel point les tensions sociales étaient développées dans le pays en 1917, et ce qui a suivi l'année 1917, à savoir une guerre civile qui a commencé à se développer dans l'année 18 et qui ne s'est réellement terminée qu'en 1920-21, et ça sur une famine généralisée, ça n'a évidemment pas diminué les tensions sociales, ça les a accrues. Donc dans ce cadre-là, le fait qu'un pouvoir extrêmement fort se mette en place n'est pas intellectuellement complètement aberrant. D'autant plus que si on regarde un peu ce qui se passe en Europe, quand on parle de totalitarisme, on pense à l'URSS, on pense à l'Allemagne nazie, on pense à l'Italie fasciste. Dans la liste des dictatures les plus féroces en Europe dans l'entre-deux-guerres, on pourrait rajouter la Hongrie de l'amiral Horthy. Vous avez là la liste des pays où la contestation, particulièrement la contestation ouvrière, avait été le plus loin dans les années 1917
1920, c'est-à-dire qu'en Russie, en Allemagne, vous avez eu des conseils ouvriers. Il faut savoir qu'il y a même eu des conseils ouvriers à Strasbourg, le temps que l'armée française reprenne possession de Strasbourg, expulse les gens d'origine allemande et rattache officiellement l'Alsace à la France. En Italie, il y avait eu des occupations d'usines et de terres extrêmement répandues, et on a aussi eu des conseils ouvriers en Hongrie. Donc clairement, on voit que se mettent en place les pires dictatures dans les pays qui avaient été les plus déstabilisés par la contestation sociale. Et quand on continue un peu l'histoire de cette période et qu'on la prolonge, on s'aperçoit qu'il y a eu très très rapidement une véritable réflexion dans les milieux dirigeants sur la façon dont on pouvait éviter l'extension ou la répétition d'un phénomène du type 1917. En Allemagne, la révolution commence avec l'effondrement de l'Empire le 9 novembre 1918, donc un an jour pour jour après l'insurrection d'octobre, donc avec justement des conseils de soldats et d'ouvriers qui se créent en quelques jours sur tout le territoire de l'Empire allemand, donc de la Pologne actuelle jusqu'à Strasbourg. Mais on voit que comment dire, la répression est beaucoup plus assurée et beaucoup plus rapide. Et que les socialistes modérés qui, en Russie, ont hésité justement à favoriser la répression, donc ils essayaient de taper du poing sur la table en disant les bolcheviks ça suffit. Par contre, en Allemagne, les socialistes majoritaires modérés ont marché main dans la main avec l'état-major pour écraser toute tentative révolutionnaire, ce qui s'est vu dès janvier 1919 par l'assassinat de Rosa Luxembourg, et c'était la première vague d'une série de soulèvements révolutionnaires et de répression. Si on continue dans le siècle, on peut aussi réfléchir à la période qui a vu la fin de la Seconde Guerre mondiale. La fin de la Première Guerre mondiale, c'est l'effondrement de 4 empires. L'Empire russe en 1917, l'Empire austro-hongrois et l'Empire allemand en 1918, suivi de l'Empire ottoman. Et il y a eu réellement un vide étatique. Et dans ce vide étatique, clairement, les conseils ouvriers dont je parlais ont occupé la place politiquement, mais même tout simplement gérer, par exemple, je sais pas, le ravitaillement, l'adduction d'eau, etc., etc. Clairement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit chez les Alliés et que ce soit du côté de Staline ou du côté de Roosevelt ou de Churchill, il y a eu des plans mis en place de gestion des territoires libérés ou conquis pour éviter qu'il y ait un vide administratif et un vide d'État. Plus récemment, et ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, on peut se souvenir de la première guerre du Golfe, où il y avait eu quand même un moment assez intéressant où donc, la guerre était bel et bien commencée sur terre, guerre terrestre entre les forces de la coalition et l'armée de Saddam Hussein. Et sur ce fond-là, il a commencé à y avoir des soulèvements populaires en Irak, et particulièrement dans les zones chiites. Instantanément, l'offensive des armées de la coalition s'est arrêtée, laissant la possibilité aux armées de Saddam Hussein de faire demi-tour, d'écraser les soulèvements. Et c'est une fois que les soulèvements anti-Saddam Hussein ont été écrasés dans le sang qu'on a repris la guerre entre gens de bonne compagnie, guerre perdue par Saddam Hussein. Mais vous voyez, là, il y a réellement une réflexion sur comment éviter un vide étatique qui pourrait voir l'éclosion de tels phénomènes. Et paradoxalement, que reste-t-il de la révolution de 1917 ? On peut s'apercevoir que les leçons d'octobre ont sûrement été mieux tirées de ce côté-là que de l'autre, dans la mesure où on voit qu'il y a tout un tas de procédures et de moyens politiques qui ont été utilisés par la suite pour éviter qu'une situation telle que celle que j'ai décrite se reproduise. Je vous remercie. Alors, de mémoire, mais c'est vraiment de mémoire, donc avec une marge d'erreur, je crois que le pays était encore à 85 ou 90% de population rurale. Et ça ne veut pas dire que dans les villes, il y avait que des ouvriers. Parce que comme en plus c'était quand même un État très bureaucratique, l'État tsariste, la plupart des villes étaient des villes administratives.
Et donc, de mémoire, la classe ouvrière au sens, j'allais dire au sens strict, même pas si strict que ça, c'est-à-dire vraiment les ouvriers, travailleurs manuels, y compris pas forcément travaillant dans des grandes entreprises, devaient représenter moins de 5% de la population. Là, j'ai un petit doute. Alors, ceci étant, par exemple, sur Saint-Pétersbourg, toujours de mémoire, la ville devait peser 1,5 million d'habitants. Et il y avait entre 300 et 500 000 ouvriers. Donc ce qui est minoritaire, mais ce qui est quand même une masse importante en tant que telle. Mais avec un profond renouvellement, c'est-à-dire que je crois qu'il y avait à peu près un tiers des ouvriers de Saint-Pétersbourg. Alors là, c'est un deuxième livre. Là, je fais de la pub pour d'autres livres que les miens, mais toujours pour mes 2 éditeurs. Donc là, voilà. Il y a deux livres qui ont été publiés donc avec beaucoup de retard en traduction française pour le centenaire. Donc Alexander Rabinovitch, Les bolcheviks prennent le pouvoir aux éditions La Fabrique sur le parti bolchevique pendant l'année 17 à Petrograd. Et l'autre livre, c'est Petrograd rouge de Stephen Smith, qui est sur le mouvement des comités d'usine et où il fait une analyse extrêmement détaillée de la composition de la classe ouvrière pétrogradoise et où donc il conclut le fait qu'il y a à peu près un tiers de nouveaux ouvriers, c'est-à-dire de gens qui sont devenus ouvriers d'industrie depuis 1914. Donc ce qui évidemment change beaucoup les rapports de force et fait que, et ça d'ailleurs un certain nombre de socialistes marxistes modérés l'avaient modéré toujours avec les mêmes guillemets, l'avaient repéré, que ces jeunes ouvriers et ouvrières sans expérience avaient un côté beaucoup plus réactif que les anciens. C'est-à-dire que voilà, ils avaient tout de suite envie de descendre dans la rue ou de balancer le chef par la fenêtre, là où les autres disaient on va d'abord faire une réunion. Donc il y a aussi tout ça qui rentre en ligne de compte. Bon, d'abord, je tiens à dire que je suis un partisan de la révolution d'octobre et que j'apprécie votre méthode rétrospective, que je traduirais par remonter à la source. Je pense qu'effectivement, on a besoin de dépoussiérer une histoire qui est singulièrement handicapée par 50 ans de débats politiques entre, je prends les termes qualificatifs, staliniens, trotskiens, c'est un peu la même équipe, et qui ont fini par ternir non, ils se rejoignent sur certaines choses, ils se rejoignent. Bon. Ces débats ont un petit peu obscurci ce qui s'était vraiment passé. On a même un tas de sectes léninistes pendant 50 ans qui nous ont dit que le parti bolchevique était un parti de fer, discipliné, etc. Expression que vous avez utilisée, qui est un petit peu pas très juste, parce qu'en fait, il n'était pas très discipliné. Vous savez ce qui s'est passé au moment de l'insurrection, il n'y a pas eu d'accord. Lénine était minoritaire, c'est la majorité des ouvriers qui étaient d'accord avec Lénine, donc ce n'était pas un parti si discipliné que ça. On discutait, ce n'était pas un parti stalinien. C'est pareil, vous n'avez pas évoqué la Tchéka, vous avez dit la police a disparu, mais la Tchéka à l'origine, les gens ne le savent pas, mais beaucoup d'anarchistes se sont précipités pour être dans la Tchéka, parce que la Tchéka, c'était au départ une défense de la révolution. Donc ça c'est, et j'admire votre travail rétrospectif qui est absolument nécessaire pour réintéresser les gens à l'histoire. Il faut qu'il y ait des gens qui travaillent comme vous dans ce sens-là pour remonter. Maintenant, si vous conduisez avec un rétroviseur, ça ne vous empêche pas de regarder ce qu'il y a devant. Donc il faut que l'historien regarde dans le rétroviseur, mais vous allez dans un sens. Ce que vous avez dit en conclusion, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que c'est une façon subtile de nous dire que finalement, les mêmes problèmes peuvent se reposer aujourd'hui quand on voit qu'un fou comme, c'est un parlementaire américain qui dit qu'un fou comme Trump peut nous causer une 3e guerre mondiale. Bon, donc c'est tout à fait l'actualité, les questions qui sont posées. Maintenant, ceci dit, sur mon blog, Le Prolétariat universel, j'ai fait une critique dure de votre livre, parce que peut-être vous ai-je mal lu, à un moment vous dites, finalement, heureusement, Solzhenitsyn a apporté la connaissance. Vous m'avez mal lu. Bon, parce que vous savez comme moi que nous devons tout à Souvarine, Siliga, qu'on avait beau être membre du PCF dans les années 60, on pouvait être au courant qu'il y avait des camps en URSS, etc. Donc je pense qu'il y a, en tant qu'historien, vous ne tombez pas du ciel non plus. Je pense qu'il y a des gens, des historiens comme vous aujourd'hui, honnêtes, qui travaillent. C'est parce qu'il y a eu des Souvarines, il y a eu des gens qui n'ont pas eu peur d'aller à contre-courant à l'époque. D'ailleurs, nous avons un ami à moi qui est ici dans cette salle, une amie en Russie, qui est en train de traduire pour la première fois le Staline de Boukharine, qui n'existait pas en Russie. De Souvarine. Oui, d'accord. Bon, voilà. Donc je dis, et attention, vous historiens, de bien rappeler qu'il n'y avait pas simplement
c'est vrai, vous allez nous apprendre des choses, il y a toute une vie, c'est comme en mai 68, mais beaucoup plus grand. Il y a beaucoup de choses, j'ai vu dans vos conférences, vous aviez parlé d'une internationale des orchestres sans chef, donc il y a peut-être aussi des laveurs sans savon, je ne sais pas, mais il y a plein de choses originales qui se passent dans les réflexions. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier de rappeler que les communistes de gauche, qui ont été très critiques également, même si je pense qu'ils avaient un côté romantique, et puis en même temps, il y a la réelle politique qui a pris le dessus. L'échec de la révolution, c'est l'isolement, c'est pas la révolution bourgeoise. Il y a une révolution prolétarienne qui doit très vite dépasser les frontières. Je termine. Qui doit très vite dépasser les frontières. Et là, elle s'étouffe, elle est encerclée, et c'est ça le creuset de l'échec. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter de rappeler qu'il y a des gens qui n'ont pas fait de la réelle politique de Lénine. Lénine prend le pouvoir en disant plus de pouvoir aux soviets, quelques semaines après, c'est tout le pouvoir au parti. Donc, réelle politique, et en même temps, d'autres qui ont insisté, mieux et avant Trotsky, qui ont insisté sur le fait que la révolution était à reprendre. Voilà. En fait, je vous ai peut-être mal lu concernant Souvarine. Sur Solzhenitsyn, clairement, vous m'avez mal lu. Moi, je sais que j'ai eu plusieurs fois ce type de critique sur mon bouquin, sur la façon dont ça a été analysé en France. C'est qu'il y a des choses où je constatais, il y a des tas de constatations que je fais aujourd'hui qui ne m'enchantent pas, mais je suis quand même bien obligé de les faire. Et par exemple, le fait que c'est Solzhenitsyn qui a fait date en France, je le constate. Alors que Souvarine, Victor Serge, etc. avaient écrit sur la même chose et avaient été publiés en France des 20 ou des 30 ans. De ce qui est sorti, je veux dire, quand on voit, comment dire, force est de constater, alors, y compris d'ailleurs Solzhenitsyn a eu un écho parce qu'il est arrivé au moment où tout un tas de gens retournaient leur veste et donc étaient très contents de pouvoir découvrir la vérité à ce moment-là, alors qu'ils n'avaient absolument pas voulu en entendre parler avant. C'est aussi ça, alors que justement, je veux dire, par exemple, Souvarine. Donc Souvarine, c'est un de ces premiers communistes français et qui a été en même temps un des premiers critiques du phénomène stalinien. Je veux dire, moi, justement, mon boulot, ça a été de regarder, de chercher, y compris les critiques des livres. Celles que j'ai trouvées sur Souvarine, c'était des trucs du style c'est sûrement très intéressant, mais c'est beaucoup trop compliqué pour le lecteur français. Voilà. Et de fait, il y avait, je peux vous dire que la révolution russe, excepté les petits milieux militants, n'intéressait quasiment plus personne en France passé 1920 et jusqu'en 1945, et que l'intérêt est revenu après 1945, mais là c'était l'intérêt de comprendre comment s'était édifiée la puissance soviétique, qui était d'autant plus admirable qu'elle avait permis à De Gaulle d'avoir sa place à la table des vainqueurs. Donc forcément, ça changeait beaucoup la perspective. Et donc c'est pour ça que je dirais que cette même génération qui en 1945 voyait la révolution russe comme ça, a pu en 1973 découvrir les camps avec Solzhenitsyn, mais parce qu'ils n'avaient pas voulu voir un certain nombre de choses, mais qui n'étaient d'ailleurs plus éditées pendant des années. Et donc là-dessus, je serais totalement d'accord avec vous. Bonsoir. J'avais une question sur les anarchistes russes. Vous ne les avez pas dissociés trop des marxistes et des socialistes. Donc je voulais savoir si, bon, parce que ça a quand même été une composante importante du mouvement révolutionnaire en Russie, surtout au 19e, mais je pense encore après. Donc est-ce que c'était homogène? Est-ce qu'il y avait plein de courants comme dans le mouvement, comme dans les groupes marxistes? Et est-ce que, comme en Europe occidentale, il y a eu un soutien de certains anarchistes à l'Union sacrée ou pas? Enfin, voilà. Et j'avais une toute petite question-remarque par rapport à ce qu'on disait sur la sociologie et l'importance relativement faible numériquement des ouvriers, mais importante politiquement. Est-ce que ce n'est pas les comités de soldats qui ont fait un peu le lien entre les soviets ouvriers et entre les organisations ouvrières et la paysannerie, parce que voilà, la guerre, c'était atroce, mais elle a permis ce brassage et elle a permis que les idées circulent. Je vais commencer par le dernier point parce que vous avez totalement raison, donc j'ai rien à rajouter. Donc clairement, l'armée, avec le mélange social qu'elle opérait, a fait le lien. Et alors, j'ai jamais pu vérifier, mais je l'avais entendu dire il y a fort longtemps qu'au début, la tactique de l'armée tsariste, c'est quand ils repéraient un agitateur révolutionnaire avant 17, dans un régiment, dans un noyau d'agitateurs révolutionnaires, ils les éparpillaient pour éviter que ça devienne
une insubordination de masse. Sauf que par ce moyen-là, ils avaient permis de disséminer la parole révolutionnaire. Et donc en effet, sur le rôle de l'armée comme interface entre le monde ouvrier et le monde paysan, vous avez tout à fait raison. Alors sur les anarchistes, il n'y a pas d'anarchistes en Russie avant 1904-1905. Réellement, je vous jure. Parce que, alors oui, l'anarchisme, c'est qui? C'est Bakounine et c'est Kropotkin. Oui, d'accord, mais où ils sont quand ils sont anarchistes? Ils sont en France ou en Angleterre ou en Suisse. Y compris, j'ai eu l'occasion... Oui, mais c'est pas des anarchistes, c'est des gens qui ne seraient... Alors déjà, jusqu'aux années 1880-1890, on ne parle pas d'anarchisme, on parle de socialisme autoritaire ou anti-autoritaire. Donc déjà... comment dire, par exemple, là, pour les communes, vu que je travaille sur les communes et que c'est quelque chose qui est plutôt dans la culture politique anarchiste à l'origine, j'ai fait la vérification. Kropotkin n'est publié en russe qu'après 1905. Donc avant, il n'existe pas, mais le plus fort, c'est qu'il est traduit de l'anglais ou du français. Parce qu'il écrit en anglais ou en français. Et Bakounine, je pense même que c'est sans doute pire. Et en plus, quand on creuse, alors Kropotkin était populiste, c'est-à-dire cette idée d'un socialisme agraire sans passer par la case capitalisme et sans passer par la case classe ouvrière. Il l'était, et dans ses mémoires, qui est un super bouquin... je ne vais pas retrouver le titre exact, mais il le dit très clairement. Bakounine, quand on suit de près, il est justement un de ceux qui est à l'origine de ce mouvement socialiste populiste, avec l'exaltation de la révolte spontanée paysanne. Et alors, de ce point de vue-là, on peut dire que les premiers révolutionnaires russes qui envoient des bombes sur le tsar ou ses séides sont anarchistes, mais non, ils sont socialistes au sens qu'on y donne à l'époque. Et il n'y a pas de prise de position, je veux dire, ils sont tellement peu nombreux, ils ne prennent pas position autour de ce qui se passe dans la Première Internationale, si vous êtes plutôt autoritaire ou anti-autoritaire. Ils sont en dehors de ça, et en plus ils sont un peu plus tard quand la Première Internationale est déjà sur le déclin. Alors ensuite, le mouvement anarchiste tel quel donc, ne commence à se développer en Russie sous le terme... d'anarchisme que, encore une fois, autour de 1905 et plutôt après. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tas d'autres mouvements anarchisants. Par exemple, alors, dans la presse française, en 17, on appelle les bolcheviks les maximalistes. Donc bolchevique, ça veut dire majoritaire. Donc du coup, il y a une espèce de double assimilation. Majoritaire, maximaliste, c'est un peu la même chose. Et qu'en plus, dans le mouvement socialiste, les partis avaient un... Alors, mais c'est les deux, hein. C'est les deux. Et donc, c'est ce que j'allais dire, c'est que dans le mouvement socialiste, les partis avaient un programme minimum de réforme et un programme maximum de révolution, et que comme les bolcheviks voulaient aller jusqu'à la révolution, hop, on a dit c'est eux les maximalistes. Sauf qu'en fait, il y avait déjà un parti maximaliste en Russie, qui était une frange extrémiste du Parti socialiste révolutionnaire et qui était anarchisante, mais de l'avis des anarchistes eux-mêmes, et je pense par exemple à Voline, parce qu'en plus là je suis en train de bosser sur une édition commentée de Voline, dont je vais rendre le manuscrit avec un collègue d'ici ce week-end. Ils n'étaient pas vraiment anarchistes, ils étaient anarchisants dans le sens, voilà, mais... comment dire, ils n'avaient pas lu les auteurs anarchistes et ils ne se réclamaient pas de l'anarchisme. Ensuite, sur l'anarchisme en 17, je vous conseille le très bon dossier qui est paru dans Alternative Libertaire cette année, entre autres écrit par Guillaume Davranche, et qui montre que c'est un mouvement très jeune, donc peu nombreux et extrêmement éclaté. Et je reviens à Voline, vu que je suis en train de travailler dessus. Moi, ce qui me frappe depuis que je travaille sur la Révolution inconnue, c'est que, grosso modo, il ne parle pas des gens avec qui il n'est pas d'accord, mais du coup, il y a des tas de gens dont il ne parle pas. Et ce qui prouve aussi que, alors c'est évidemment écrit par la suite, mais que ce n'était pas une entente cordiale qui régnait entre les différents groupements anarchistes. Et donc, beaucoup d'anarchistes, alors tu disais qu'il y en avait qui étaient rentrés à la Tchéka, mais globalement, il y a eu un mouvement assez général après octobre,
de gens qui ont quitté leurs organisations d'origine pour aller chez les bolcheviks parce qu'ils avaient l'impression que c'était là que ça se passait. Ça a beaucoup touché les anarchistes, ça a beaucoup touché les mencheviks, ça a beaucoup touché les bundistes, les membres du Parti socialiste juif, et ça a beaucoup touché les SR. Et donc, alors le problème, c'est qu'évidemment, 10 ans plus tard, genre en 1927, quand un militant du Parti communiste écrivait son autobiographie, là, il avait tendance à plus rappeler qu'il avait été anarchiste, socialiste, révolutionnaire ou menchevique, ce qui rend les choses un peu des fois difficiles à retrouver. Et donc il y a tout ce courant-là. Par exemple, il y a un exemple, c'est le marin qui a dissous l'Assemblée constituante. C'était un anarchiste, Gilles Zniakov. Alors, il est toujours resté anarchiste, mais il a combattu dans les rangs de l'armée rouge jusqu'à trouver la mort dans les combats contre Dénikine en fin 1919. Et donc, il est resté anarchiste, mais on n'a aucune trace, et depuis 91, s'il y avait dû y avoir des traces, on les aurait trouvées, aucune trace qu'il ait pris position contre les bolcheviks. Donc, un autre exemple, c'est Apollon Karelin, qui était alors une espèce d'anarchiste un peu mystique, mais je veux dire, bon, dans le mouvement anarchiste, il y a cette diversité-là. Lui a été élu, si je suis exact, au comité exécutif central des soviets, donc qui était le truc juste en dessous du Conseil des commissaires du peuple, on va dire. Il a été élu jusqu'en 1920, c'est-à-dire qu'il était élu avec tout le staff dirigeant des bolcheviks, quoi. Alors, ce qui lui vaut, justement, c'est pour ça que Volin lui en veut beaucoup. Bon, mais, et donc il y a... C'était une force autonome, c'était des individus plus... Alors, pas des individus, des groupes. Des groupes, et ça pour le coup, là-dessus, les anarchistes, alors ça correspondait un peu à leur philosophie politique, mais ça correspondait quand même beaucoup à l'histoire du mouvement révolutionnaire russe, où encore une fois, même si tout le monde parlait de discipline, alors les bolcheviks parlaient de discipline, mais par exemple même ces fameux socialistes révolutionnaires qui étaient à l'origine avec leur groupe de combat terroriste, donc avec le côté, etc., on s'aperçoit que pour l'essentiel, c'est un comité central en exil, un groupe de combat qui est largement autonome par rapport au comité central, c'est-à-dire qui mènent leur petite guerre, et puis des groupes locaux qui font ce qu'ils peuvent, etc. Donc tous les partis politiques fonctionnaient comme ça, y compris le parti bolchevique en général. Donc ensuite, tout le monde essayait de raccrocher les wagons avec un congrès, avec ceci, avec cela, mais à la base, tout le monde fonctionnait un peu comme ça. Et clairement, comme les anarchistes étaient plus récents sur le terrain, ils ont été vite pris de vitesse et en plus avec une vision politique moins structurée qui faisait qu'ils voyaient moins où ils allaient. Merci. Une question, je voulais dire quelques mots quand même. D'abord, je trouvais que l'exposé était très bien, dans le sens où le fait d'aller au fait, d'aller chercher les documents, c'est quand même quelque chose, on sort de l'idéologie. Parce que jusqu'à maintenant, quand on parlait de la révolution russe ou bien de la Russie, c'était très idéologique. J'y reviendrai après. Mais je voulais répondre à la dame là sur la question des anarchistes. Parce que j'ai une amie russe qui a d'ailleurs traduit des documents, j'en parlerai après. Elle me disait qu'en Russie même, elle était anarchiste, elle. Et elle me disait qu'en Russie, ils ne savaient même pas, ils ne connaissaient même pas l'histoire de l'anarchisme en Russie. Et par un fait du hasard, je suis tombé sur un document que je n'arrive pas à faire traduire, à publier, qui a été emmené en 1926 ou 27 de la Russie par un anarchiste qui est allé à un congrès de l'international socialiste, syndicaliste rouge, pardon, et il l'a passé dans ses vêtements, etc. Et ce document s'intitule comme ça, 10 ans de combat de l'anarchisme sous la dictature bolchevique. Alors moi, tout de suite, je précise, je suis un marxiste, mais j'aimerais bien que ce document soit publié. Je l'ai trouvé par hasard. Il a été publié en 27 par Lazarevitch, mais en russe, en Belgique. Et même, j'en ai parlé aux anarchistes autour de moi, personne ne le connaît. J'aimerais bien qu'il soit publié. Et donc, pour vous dire que on ne sait pas trop, il y a ce document quand même qui fait à peu près, je l'ai sous forme
De fichiers. Moi aussi, d'ailleurs, Voilà. ça doit venir de C'est vous. du même endroit que moi. Voilà. Il fait quand même une quarantaine de pages. Ça vaudrait le coup de savoir ce qu'il y a dedans. Bon, voilà pour ça. Alors maintenant, c'est effectivement très important de dépoussiérer la révolution russe, mais il ne faut pas en rester qu'à la révolution russe. Il faut dépoussiérer aussi la suite de la Russie. Justement, mon ami russe m'a permis de traduire le fameux brochure, les 4 numéros de communisme, qui ont été diffusés en 1918 par la fraction de gauche du parti bolchevique, et tous les débats qui ont eu lieu après étaient déjà là-dedans en 1918. C'est assez incroyable que ce soit des gens comme Osinski, Radek, Boukharine à l'époque, qui était à gauche dans le parti bolchevique, et dit attention, on va vers un capitalisme d'État, et si on continue, on défigure la révolution. Tout ça, ça a été occulté. Ensuite, tous les communistes de gauche en Russie même, les décistes, qui ont, effectivement, à la fin, on dit que la Russie était un capitalisme d'État. Myasnikov, qui était un membre du parti bolchevique, qui a créé le groupe ouvrier. On a publié en France, la première fois, un document en 1928, dans lequel il disait, en Russie, c'est le capitalisme d'État. Tout ça, ça a été occulté. On n'a jamais parlé, par exemple, beaucoup du livre de Siliga, Au pays du grand mensonge, etc. Et pourquoi ? Et je rejoins ce que tu disais même dans ton livre, là. Ça arrangeait tout le monde d'une certaine manière, surtout, notamment pendant la guerre froide. Les uns disaient « Ah, mais la Russie, c'est des salopards », les autres disaient « Ah, mais on défend la Russie ». Et ça permettait, évidemment, à la guerre froide de se dérouler tranquillement. Et ta formule est excellente dans le livre, quand tu dis ça permettait, disons, de... J'oubliais exactement le terme employé, mais ça calmait la situation et le fait qu'il puisse y avoir des troubles, etc. Évidemment, c'est pour ça que tout ça, ça a été occulté. Et qu'aujourd'hui, il faut revenir, sortir tous ces documents. Il a fallu, je ne sais pas maintenant quand c'est que j'ai publié ce livre, il a fallu, pour avoir, disons, la fraction qui s'est opposée à Lénine, ils se sont même, à un moment donné, dit on va mettre Lénine en prison, parce qu'il nous empêche de faire évoluer la Russie dans le bon sens. Bon, tout ça, ça a été occulté. Il a fallu attendre peut-être 10 ans pour qu'on arrive à publier ce document en français. Voilà. Donc, on a un travail énorme à faire de dépoussiérage, et dès qu'on peut dépoussiérer et sortir de l'idéologie, en allant au document, je crois que c'est excellent. Donc, voilà. Alors, juste un mot sur... Je suis tout à fait d'accord avec la conclusion. Ensuite, comment dire, ce qui a été tragique, alors là, vraiment d'un point de vue politique, c'est que justement toutes ces voix-là, elles étaient fort nombreuses, communistes de gauche, opposition ouvrière, les décistes, alors là on rentre dans des détails, mais c'était le groupe du centralisme démocratique, il y a eu un groupe ouvrier, ensuite plus connu, il y a eu l'opposition de gauche, et qui n'était pas que trotskiste, mais dirigée en définitive par Trotsky, etc. Tout ça, en effet, ça a été occulté. Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faudrait exhumer beaucoup de textes peu connus, dont cette brochure, et les publier. Par contre, je ne sais pas comment dire, en termes, je dirais, d'accès au grand public, c'est clairement pas ces brochures-là qui vont frapper aujourd'hui. Et si ça a été occulté à l'époque, c'est aussi parce que c'est à l'époque que ça pouvait être dangereux pour le pouvoir qui se mettait en place en URSS. Là, actuellement, c'est intéressant, oui, quand on est spécialiste et où qu'on pense y trouver des idées encore pertinentes aujourd'hui, mais là, je dirais, à mi-chemin entre mon travail d'historien et les idées que je peux avoir, je pense que c'est plutôt sur le rappel, justement, de ce qu'est la puissance d'un mouvement révolutionnaire. C'est par là qu'il faut commencer. Pour une vulgarisation de l'histoire.
Oui, autrement je serais pas venu ce soir. Déjà. Parce que voilà, j'ai fait 2 bouquins, mais alors j'ai dû faire une vingtaine ou une trentaine d'articles qu'on appelle scientifiques sur des sujets hyper pointus, que j'ai pris un pied extraordinaire à les écrire, mais je sais que ça n'aura guère de lecteurs, parce que je sais aussi même moi en tant qu'historien, entre guillemets professionnel, quelle pratique j'ai avec les articles de mes confrères. C'est-à-dire, à part si c'est vraiment sur le sujet qui m'intéresse, je vais juste aller vérifier la date, etc. Donc, bon, voilà, je ne me fais pas d'illusions là-dessus. Mais, tout à fait, oui, mais justement, qu'il y a tout à fait... mais donc, pour revenir, réellement, ce qui est le plus sorti de l'horizon aujourd'hui, c'est l'idée, la conscience que une population peut se soulever et changer tout un tas de choses. C'est là où il manque le plus. Ensuite, comment dire que des gens se bagarrent à coups de bouquins et de thèses, etc. Ça existe toujours. Voilà. Donc, encore une fois, c'est pas du tout pour dire que c'est inutile, mais par contre, vraiment, ce que j'ai essayé de faire tout au long de cette année du centenaire, c'est d'insister sur cet aspect-là, et dans d'autres conférences, sur l'écho que ça a pu avoir dans d'autres pays, y compris en France, etc. Voilà. Et en espérant susciter un intérêt, y compris chez les gens qui, jusqu'à présent, s'y intéressaient pas forcément, pour aller chercher plus loin. Voilà. Et y compris, j'y pense parce que je suis tombé sur des gens qui cultivaient cette mémoire-là récemment, mais quand j'avais une petite quinzaine d'années, j'ai eu l'occasion et la chance de voir Marcel Body, un de ces membres de la mission militaire française à Moscou pendant la Révolution. Et donc, j'ai vu l'homme qui a vu Lénine et la Révolution. Et y compris, moi je me souviens, j'avais donc 14-15 ans, de lui racontant cette fameuse scène où un représentant du gouvernement provisoire ou de la majorité du Soviet à la tribune dit « Aujourd'hui, il n'y a en Russie aucun parti qui puisse prétendre assumer le pouvoir ». Et donc, le vieux Marcel Body disant « Et à ce moment-là, ce chauve rouquin se dit « Si, nous ». Voilà. Donc, j'ai vu l'homme qui a vu ça, ou qui disait qu'il avait vu ça, et je m'en souviens encore aujourd'hui. S'il vous plaît, monsieur. C'était très bien la présentation que vous avez faite. Donc c'est vrai que la place des bolcheviks, elle est quand même très importante en 1917, notamment la place de Lénine. Et ce que je voulais dire également, c'est que ce qui est revenir sur 1917, c'est important de revenir sur 2017, parce qu'en fait, la question qui s'est posée en 1917, elle se pose maintenant. Parce que vous avez vu que ce que prépare Macron, il casse le code du travail, il va casser la sécurité sociale. Donc ce qui a été fait en 2017, il va le faire maintenant en 2017 en France. Et c'est vrai que la place qu'ont occupé les bolcheviks, il faudra qu'elle l'occupe aussi, je ne sais pas comment, mais c'est vrai que ça se pose de la même façon. Parce que c'est vrai que tous les acquis qu'on a pu obtenir donc, au XXe siècle sont en train d'être cassés avec tout ce que prépare Macron. Et c'est vrai que c'est important de revenir justement sur l'histoire de la Révolution russe, qui était quand même un point d'appui très important, même si Staline après Justement, pour bien faire comprendre ma démarche, c'est pour ça que j'avais parlé de ce ministre du Travail du gouvernement provisoire. Tu vois, sur le fond, je serais d'accord avec toi, et puis demain, je vais essayer d'aller manifester. Mais en dehors de ça, ceux qui défendaient le Code du travail ou qui essayaient d'en mettre un en place en 1917, c'est pas ceux qui ont fait la Révolution d'octobre, c'est ceux qui étaient contre. Parce que, et c'est là où les enjeux sont sûrement pas les mêmes aujourd'hui, c'est que, grosso modo, à l'époque, dans les milieux ouvriers, ce qui se discutait, c'était pas le code du travail, c'était la prise des usines et la prise du pouvoir. Et alors, ça a entraîné un code du travail extrêmement avancé, et y compris, j'ai découvert un peu par hasard, il y a peu d'années, que donc il y avait eu code du travail, officiellement promulgué par les bolcheviks après la prise du pouvoir, et qu'ensuite il y avait eu aussi tout un tas de négociations, de conventions collectives qui s'étaient poursuivies. Et je me suis aperçu, par exemple, que ça prévalait, y compris dans la guerre civile, y compris dans des zones que ne contrôlaient pas les Rouges. Et donc je me suis aperçu qu'en Ukraine, à l'époque où l'Ukraine était occupée par l'armée allemande, officiellement, et c'est dans un texte d'un cadre très très opposé aux bolcheviks, où il dit qu'il faut respecter les 8 heures, la présence des délégués sur les décisions de l'entreprise, etc. Mais c'était un effet
fait très secondaire. Et encore une fois, l'enjeu, comment dire, oui, il n'y avait pas de bagarre, par exemple, sur des droits type code du travail, etc. Y compris parce que d'ailleurs, c'était des choses qui, mine de rien, existaient un peu avant, parce que depuis 1905, il y avait eu mise en place de syndicats qui étaient dans une espèce de zone grise, semi-légale, et qu'en fait, les patrons, autant le régime tsariste essayait de faire la chasse à tous les révolutionnaires, autant les patrons qui voulaient que leurs usines continuent de tourner avaient quand même un peu intérêt à trouver un modus vivendi. Et par exemple, il faut savoir qu'il y avait des caisses maladies assez développées et que avant 1917, la concurrence entre les différents courants politiques au sein de la classe ouvrière, c'était essentiellement dans le cadre des élections à la tête des caisses maladies. Voilà, pour dire qu'il y avait des choses comme ça qui existaient. Mais encore une fois, en 1917, l'enjeu n'était plus du tout là. Et clairement, on voit que même s'il y avait revendication de la journée de 8 heures, l'augmentation des salaires, etc., il y avait vraiment un cours pris par les ouvriers, ça a été pas mal analysé par des historiens américains, qui était très radical, c'est-à-dire que grosso modo, pour être clair, ils avançaient des revendications presque dans l'espoir que le patron ne pourrait pas les satisfaire pour dire s'il ne peut pas les satisfaire, on lui prend la boîte. Ça va régler le problème. Bonsoir. Je voulais poser une question. Vous avez dit tout à l'heure que dans les soviets, le mode de représentation d'élection favorisait les ouvriers, donc ils étaient prépondérants dans les soviets. J'avais cru comprendre l'inverse, savoir que sur les 300 à 500 000 ouvriers à Petrograd, il y avait autour de 800 à 1000 délégués ouvriers, contre près de 2000 pour les soldats, qui, à l'incitation du parti bolchevique, avaient été autorisés ensuite à envoyer des délégués. Alors, j'ai pas révisé très clairement, mais je suis à peu près sûr de mon fait quand même. Alors, c'est-à-dire, attends, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que si tu fais un congrès national, là, clairement, vu la masse paysanne et... Oui, mais au niveau de Petrograd, au niveau de Petrograd, je suis sûr, et je peux même te donner la source, c'est le bouquin de Ferro des soviets au communisme bureaucratique dans les premières pages, où il donne le ratio tant d'électeurs pour un élu. Et là, je t'assure, là, je suis prêt à mettre ma main à couper, peut-être pas ma tête quand même, que les ouvriers étaient surreprésentés. Peut-être, mais ils n'étaient pas prépondérants pour autant par rapport aux ça peut-être, mais encore une fois, mon point d'argumentation, c'était de dire que l'hégémonie de la classe ouvrière était reconnue par les autres catégories sociales. Donc ça veut dire que, encore une fois, si aujourd'hui je disais, ok, on va avoir, je sais pas, les ouvriers sont 3 fois plus représentés à l'Assemblée nationale que les employés, il y aurait quand même, je pense, 3 fois plus peut-être pas, mais si c'est 2 fois plus, il y aurait sans doute quand même encore plus de députés de milieu employé que de milieu ouvrier, mais au final, ce serait quand même une reconnaissance du rôle de la classe ouvrière, et ça voulait dire que, y compris les soldats et les paysans, avaient ça en tête, qu'ils le reconnaissaient. Et y compris, on a pas mal de témoignages, d'autobiographies, etc., où grosso modo, l'ouvrier était mis sur un piédestal par les autres catégories sociales, au moins au début. Et ce qui correspondait d'ailleurs aussi au fait qu'avant la Révolution, devenir ouvrier, c'était prestigieux plutôt que de rester paysan. Donc il y a tout ça aussi qui est en jeu. En tout cas, en septembre, Lénine recommande encore une démocratisation des soviets, parce que justement, il jugeait que les ouvriers n'étaient pas assez bien représentés. Alors, j'ai pas relu mon Lénine juste avant de venir. L'histoire de la démocratisation des soviets, si je ne me trompe pas, c'est autre chose. C'est le fait que les soviets sont élus juste après la Révolution de février, et à l'époque, la majorité des délégués sont... socialistes modérés, toujours avec les mêmes guillemets, c'est-à-dire mencheviques ou socialistes révolutionnaires. Et qu'au fur et à mesure que la contestation monte et que les bolcheviks incarnent cette contestation, évidemment, la direction des soviets, surtout au niveau national, mais ça se rejoue aux échelons régionaux, locaux, veut éviter de nouvelles élections pour ne pas être mise en minorité.
et pour garder le contrôle de l'appareil. Et quand je dis garder le contrôle de l'appareil, c'est pas une image. Le soviet de Petrograd, je crois qu'en 2 mois, il a déjà 4000 fonctionnaires, c'est-à-dire de gens qui sont à temps plein employés du soviet. Donc, y compris là, il y a des trucs sur lesquels il faut réfléchir. C'est-à-dire que la bureaucratie, c'est pas... Alors d'une part, c'est pas une invention, c'est pas après octobre, c'est déjà avant. Et ça, Ferrol l'a bien montré. Mais tout ça pour dire que l'enjeu de démocratisation des soviets, c'est le fait que le principe annoncé à l'avance, à savoir que à tout moment, les mandants peuvent provoquer de nouvelles élections et donc changer de représentants, ça doit être mis en pratique, alors que Mencheviks et socialistes révolutionnaires avaient le pied sur le frein dès le mois de juin, et parce qu'ils voyaient bien qu'à chaque fois qu'il y avait une élection, ils perdaient la majorité. Donc ils ont tout fait pour éviter qu'il y ait de nouvelles élections. Et donc moi, dans mon souvenir, l'appel à la démocratisation des soviets, c'était ça. Je pense qu'il y a les deux. C'est possible. Merci. Je vous propose de prendre une dernière question. Le débat est riche et peut durer encore longtemps, mais on a des impératifs de salle. Je laisse la parole à madame. Bonjour monsieur, je voudrais savoir comment s'est fait la vulgarisation de Marx et du Capital et tout ça. Parce que là, vous parlez de la cuisine, mais on ne voit pas la théorie. Ah, encore une fois, c'est un choix de ma part, mais parce que pendant des années, on parlait que de la théorie et parce que oui. Alors, comment vous dire si, j'ai quand même un peu répondu à la question avec cette histoire des dictionnaires. C'est-à-dire que, honnêtement, ah ben si, mais si, parce que, attendez, 150 millions d'habitants à 60% analphabètes. Donc déjà, sur le fait qu'ils lisent Marx, c'est plié. Mais je vous l'ai dit. Oui. Mais sauf que, encore une fois, l'accès à Marx, c'était la notice de 4 lignes sur qu'est-ce que le marxisme, qu'est-ce que le matérialisme, etc. C'est ça, pour l'immense majorité des gens, c'est ça. Ensuite, vous avez un milieu militant, c'est aussi pour ça que j'insistais au début sur ce qui unifiait ce milieu militant, qui lui est formé politiquement, et formé à un niveau extrêmement élevé. On a les souvenirs de quelqu'un qui ensuite était assez proche de Trotsky, qui s'appelle Sergkov, qui a écrit ses souvenirs, qui a publié ses souvenirs au début des années 20, où il raconte entre autres qu'il a passé du temps dans une des principales prisons de Saint-Pétersbourg à l'époque, la prison des Croix, je crois que c'est la prison des Croix, et en fait il explique que les éditeurs pétersbourgeois pratiquaient un dépôt légal volontaire à la prison, parce que c'était là qu'étaient enfermés la plupart des représentants de l'intelligentsia révolutionnaire et qu'ils estimaient que leurs meilleurs lecteurs étaient donc dans la prison. Et donc que s'ils voulaient avoir un retour critique de bon niveau sur leurs livres, il fallait qu'ils fournissent... Et donc que la bibliothèque de la prison des Croix à Pétersbourg était ce qu'on faisait de mieux en termes de sciences humaines et sociales à l'époque. Donc ça prouve le niveau de qualification des militants et y compris l'importance de la prison, parce que, et ça, toutes tendances confondues. Par exemple, Nestor Makhno, quand il est arrêté, ça doit être vers 1907, c'est un jeune paysan révolté, c'est en prison qu'il devient anarchiste, et qu'il lit Kropotkin, etc., etc. Et donc pour le marxisme, c'est pareil, c'est en prison ou en exil. Même s'il y avait eu, à la fin du 19e siècle, le développement de ce qu'on appelait un marxisme légal, qui étaient des gens qui étudiaient l'économie d'un point de vue marxiste, mais en évitant soigneusement d'en tirer la moindre conclusion politique ou sociale. Mais encore une fois, on a 60% d'analphabètes et on est dans un pays de dictature. Donc le marxisme à usage quotidien, c'est des petites brochures publiées par les partis, c'est des lectures publiques faites par les militants et c'est ces fameux dictionnaires. C'est ça le mode de politisation de masse. Voilà. Et ensuite, après 1917, c'est clair que tout l'appareil éducatif mis en place par les bolcheviks, ça va être une immense machine de vulgarisation du marxisme, et y compris, alors je ne vais pas me souvenir exactement de ce qui était représenté, mais il y a une expo sur la Révolution russe à la Bibliothèque nationale de Londres,
où il y a une affiche comme ça qui résumait toute l'histoire du socialisme. Alors, il y avait les portraits des penseurs, et puis, alors c'était pas sous forme d'arbre généalogique, mais le truc, c'est vrai que quand on le lisait, alors il fallait au moins pouvoir lire les trucs en dessous avec les noms, mais ça donnait, voilà, Marx, Engels, Lénine, la Révolution, il y avait genre un livre par personne, de façon à ce que tout le monde puisse se repérer, et ce système-là, il est mis en place, voilà, très très rapidement dans l'Armée Rouge. Il faut savoir que les fameux commissaires politiques de l'Armée Rouge, l'essentiel de leur travail, c'est quand même d'organiser des lectures et des causeries avec les soldats, donc il y a aussi des lectures là-dessus. Il y a toute la formation au sein du parti bolchevique, sachant que arrivé en 1920, je crois qu'il y a 3% des adhérents du parti bolchevique qui étaient déjà adhérents en 1917. Donc, c'est-à-dire que les autres, c'est des gens qui sont arrivés dans le mouvement, donc qui ne savent rien de rien et qui vont être formés au fur et à mesure. Merci beaucoup. Je vous propose de clôturer la soirée. Merci Éric Honoble. Si vous voulez en connaître davantage et continuer à débattre, comme je vous le disais en présentation, d'autres initiatives ont lieu sur le thème de la Révolution russe. Quant à l'UPA, elle vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h avec la sociologue Christine Détraize qui nous parlera de la notion de genre et des inégalités femmes-hommes. Merci beaucoup.